Bonjour, bonjour Bonjour. à tous. Bienvenue déjà sur notre webinaire. On se laisse encore une toute petite minute pour les derniers retardataires et ensuite on va démarrer. Bonjour Virginie, bonjour Mathilde. Bonjour Sébastien. Je vous propose, il est 32 maintenant, je vous propose du coup de démarrer notre webinaire. Donc merci à tous d'être là. On espère que ça va vous plaire. On est là pour vous parler d'IA et de durabilité. Et je vais laisser tout de suite la parole à Lisa pour rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, on espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Merci Caroline. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, dans ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle et à la durabilité, où on va vous présenter les stratégies gagnantes pour une formation responsable. Donc aujourd'hui, vous serez en compagnie de moi-même, Lisa, chargée de mission RSE et qualité de vie au travail au sein de Innov. Et Caroline, donc moi-même, directrice de la stratégie de développement chez Innov Academy. Donc aujourd'hui, au cours de notre présentation, nous allons vous détailler le lien entre l'IA et la durabilité grâce à deux grandes parties. Donc le premier point va concerner les limites de l'intelligence artificielle avec la mise en avant de clés concrètes finalement pour son utilisation responsable. Et dans une seconde partie, nous évoquerons l'IA au service de la création de formations durables. Donc, dans un premier temps, nous souhaitions vous détailler les objectifs de ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que le recours à l'intelligence artificielle est devenu conséquent et qui devient nécessaire en fait désormais de prendre en compte les préoccupations environnementales mais également sociétales liées à son utilisation. Et donc, ce webinaire a pour premier objectif d'explorer l'impact écologique de l'intelligence artificielle et la nécessité finalement de l'utiliser avec parcimonie. Et dans un second temps, notre ambition avec cette présentation est vraiment de vous donner des idées d'amélioration pour utiliser l'IA avec une approche dite donc responsable. Nous verrons ainsi ensemble les stratégies à adopter pour intégrer des pratiques éthiques dans le processus de création de formation. Merci beaucoup Lisa. Ce que je voulais rajouter moi, c'est que on veut bien évidemment vous dire que nous ne sommes pas des professionnels spécialisés de l'intelligence artificielle. On est comme vous, on l'utilise au quotidien, on s'est interrogé, on s'est posé des questions justement sur son usage. Et donc on est vraiment avant tout là pour transmettre des informations sur le sujet, pour éveiller les consciences. En revanche, on a une posture d'expert dans la formation responsable, puisque c'est la façon dont travaille Innov Academy depuis sa création, et on espère, grâce à notre expertise, vous sensibiliser en fait vers une approche plus durable de la création de formation. Avant de commencer, on aimerait savoir qui parmi vous utilise déjà l'IA dans un cadre professionnel. Donc là, on est vraiment dans la création de formation. Donc que ce soit l'IA générative de texte, d'images, pour la création de vidéos pédagogiques, pour l'utilisation de voix off, qui parmi vous utilise déjà l'IA? Est-ce que vous le faites régulièrement, rarement ou jamais? Donc les votes sont en cours. On voit que pour le moment, il y a une majorité de régulièrement. Ouais. On oscille entre régulièrement, rarement. Vous êtes assez peu à finalement ne jamais l'utiliser. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt à parler de ça aujourd'hui, puisque voilà, on peut passer à la suite.
Voilà. Puisque l'IA est omniprésente dans nos actions du quotidien, pas uniquement professionnellement. Hein. Moi, j'ai des amis qui recherchent des recettes de cocktails sur ChatGPT, donc on voit bien que ça devient un outil quotidien. On l'utilise évidemment professionnellement pour majoritairement gagner du temps ou avoir des rendus finalement qu'on trouverait peut-être plus pertinents que ce qu'on aurait fait nous-mêmes avec nos propres connaissances. Et puis là, c'est pour vous donner des chiffres. Donc les IA qui sont les plus utilisées, ce sont les IA génératives d'images, de textes, de voix off, de vidéos ou encore de traduction. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans les usages de la formation. Et d'après le média IT Social, qui est le média des tendances et usages IT, tech et business, on estime que d'ici la fin de l'année 2024, 84% des entreprises françaises interrogées prévoient d'utiliser l'IA générative à des fins professionnelles et 91% prévoient d'automatiser certaines de leurs tâches pour moderniser leurs opérations. Autre exemple pour montrer vraiment l'ampleur de l'utilisation de l'IA aujourd'hui, le mois dernier, Microsoft annonçait le lancement de l'initiative À vous l'IA. L'objectif de cette initiative, c'est de former près de 100 000 Français à l'IA générative d'ici la fin de l'année. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire il faut que les gens sachent prompter, utiliser l'IA. Voilà, se présenter comme une plateforme avec pour vocation un mouvement de mobilisation. Et ça sera mis au service des entreprises pour qu'elles puissent utiliser l'IA de façon éveillée. Donc, c'est vraiment sans surprise que la formation est un domaine qui est complètement impacté par l'utilisation de l'IA. On le voit aujourd'hui, que ce soit pour générer des synopsis, des storyboards, de la voix off, de la traduction. Vraiment, dans la formation, il y a énormément de manières d'utiliser l'IA. On voit bien dans les derniers mois que dans la presse spécialisée, dans les salons professionnels, sur LinkedIn, pour ceux qui étaient au Learning Technologies en janvier ou SRH en mars, vous avez bien vu, je pense que ça devait être 2 prises de parole sur 3 qui étaient consacrées à l'IA. Donc on voit bien que c'est une ampleur phénoménale. En fait, on n'est plus du tout dans ce discours de début 2023 où on se disait mais est-ce que c'est utile, est-ce que ça va marcher? La question n'est plus là. Oui, ça va être utilisé puisque c'est utilisé. En revanche, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on l'utilise et quel est l'impact que ça va avoir sur notre environnement. C'est justement là-dessus, du coup, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Lisa. C'est justement là-dessus, en fait, qu'on a voulu axer cette prise de parole. On sait que l'IA a un impact sur notre environnement écologique et même sociétal, et ça pose plusieurs problématiques. Donc, dans cette première partie, là, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer les limites, les risques, vous donner des clés pour vous dire, en fait, tout n'est pas perdu. Bien sûr qu'il faut continuer à utiliser l'IA. Encore une fois, c'est pas du tout l'objet de la prise de parole que de dire stop, c'est néfaste. C'est plus comment je l'utilise de manière plus responsable. On a très peu de données, voire pas de données, en fait, sur l'impact réel environnemental de l'IA, comme des IA génératives comme ChatGPT ou Gemini. Mais on sait qu'évidemment, on a besoin d'infrastructures qui sont conséquentes. Pour développer et utiliser des modèles comme ChatGPT, il y a d'immenses quantités de données qui sont stockées dans des data centers massifs qui nécessitent énormément d'énergie pour fonctionner. On sait que lorsqu'on fait un prompt sur ChatGPT, la génération de réponses à notre requête, ça nécessite encore une fois des ressources informatiques et énergétiques importantes, puisqu'en fait, on relance à chaque fois les serveurs. Des serveurs qui doivent être alimentés en permanence, qui doivent être maintenus à des températures appropriées. Et pour ça, comment on maintient un data center à température? C'est en le refroidissant. Donc, ça nécessite de consommer énormément d'eau, en plus de l'électricité. Du coup, on a du mal à donner une estimation précise, par exemple, de la quantité d'eau qui est nécessaire pour faire une requête. Mais par exemple, la donnée qu'on va retrouver un peu partout, c'est que pour un prompt de 20 itérations sur ChatGPT 3, le système consomme l'équivalent de 0,5 à 1 litre d'eau. Donc, quand on considère le nombre d'utilisateurs à travers le monde quotidien, avec pour certaines personnes une centaine de prompts par jour, on voit que l'impact n'est vraiment pas des moindres. Et puis en plus des impacts environnementaux, et là moi c'est quelque chose que j'ai découvert en fait sur lequel j'étais
pas du tout au fait, je m'étais absolument pas posé la question, donc j'ai découvert vraiment quand on a préparé avec Lisa ce webinaire, c'est les impacts sociétaux. Et alors peut-être que vous en aviez entendu parler, mais en janvier 2023, ChatGPT avait fait la polémique avec une enquête du Time qui avait révélé que OpenAI, hein, donc la société qui détient et qui développe ChatGPT, avait fait appel à une entreprise sous-traitante qui avait recruté des modérateurs kényans pour qu'ils passent en revue des milliers de textes, donc dans le but évidemment de développer des mécanismes de sécurité, mais évidemment ces employés kenyans étaient sous-payés, des conditions de travail déplorables, et puis leur métier finalement c'était d'être confrontés quotidiennement à des textes qui décrivaient des scènes de violence extrême. Donc aujourd'hui, OpenAI dit ne plus collaborer avec cette entreprise sous-traitante. En revanche, on peut quand même se poser la question de qui les a remplacés, et puis si c'est pas ChatGPT, c'est un autre. Donc voilà, qui derrière l'utilisation de l'IA, quelles sont les populations qui pâtissent finalement de ces outils très énergivores en ressources, mais également en ressources humaines. Et puis, maintenant qu'on a vu les impacts vraiment de l'IA sur l'environnement, hein, il y a aussi des limites dans le rendu même, en fait, le texte ou le rendu visuel qui vont être générés par les outils d'IA. Donc ça, c'est pareil, c'est une prise de recul qui est très nécessaire. On a d'abord sur les biais, ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Donc les algorithmes d'IA peuvent être sujets aux biais présents dans les données, sur lesquels les modèles de langage sont basés. Évidemment, vous avez compris, hein, le fonctionnement de l'IA, c'est de l'apprentissage grâce à nos prompts, à nous. En fait, il s'auto-alimente de toutes les réponses qu'on va lui donner, de tout ce qu'on va lui demander d'affiner. Or, on a tous des biais sociétaux, des biais religieux, des biais... donc forcément qu'à un moment donné, elles ne sont pas totalement subjectives, ces IA. Elles ne sont pas totalement objectives, pardon, elles ont une forme de subjectivité. Et donc, c'est très important, notamment dans la formation, ça peut se traduire par des recommandations qui vont être biaisées, que ce soit sur le contenu, sur le ciblage des apprenants ou sur le parcours d'apprentissage. On a bien sûr des questions qui se posent sur la protection des données personnelles. L'utilisation de l'IA pour des besoins de formation, ça nécessite la collecte et le traitement de données personnelles. Et donc, il y a évidemment des préoccupations sur la vie privée, la confidentialité, la sécurité des données. On a de plus en plus de nos gros clients dans les grandes entreprises qui ont développé leurs propres IA, qui sont les seuls autorisés dans l'entreprise. ChatGPT, de plus en plus, devient l'outil à bannir dans l'entreprise. Les DSI n'en veulent pas. Ce n'est pas assez sécurisé. Et c'est le cas pour d'autres outils moins connus, mais qui sont également utilisés dans la formation. Sur l'accessibilité des contenus, l'IA peut créer des obstacles en fait. De plus en plus, évidemment, on nous demande de produire des contenus qui sont accessibles, et c'est normal, c'est une obligation légale. Pour les personnes qui ont des besoins spécifiques. Et en fait, l'IA n'est pas forcément aujourd'hui entraînée à produire ces contenus-là. Donc, quand on va lui demander de générer des images, de générer parfois même un script, de générer, on peut passer à côté de cette inclusivité. Et donc, on pourrait évidemment aggraver les inégalités. Et puis sur la qualité des contenus, ça c'est quelque chose qui est assez clair, je pense, pour tout le monde. L'idée, c'est d'avoir une assistance sur certaines tâches. Bien évidemment qu'il faut veiller à ce que la qualité de l'enseignement ne soit pas compromise. Il faut avoir un esprit analytique et critique, comme si c'était n'importe quel collègue prestataire qui vous avait fourni un document. On le regarde, on le critique, on est quand même, voilà, l'IA n'a pas les réponses à tout, l'IA n'est pas 100% pertinent et n'est pas forcément plus pertinent que vous. Il va juste plus vite. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de retenir sur cette partie, c'est que bien que l'intelligence artificielle offre des opportunités qui sont vraiment prometteuses pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour avoir du contenu de qualité également dans le domaine de la formation, il faut avoir en tête, reconnaître et savoir gérer les risques et les limites qui sont associées à son utilisation pour qu'on puisse garantir un environnement d'apprentissage qui soit éthique, inclusif et efficace. Merci Caroline. Donc avant de vous montrer des clés concrètes pour une approche responsable dans l'usage de l'IA, nous souhaitions connaître votre approche par rapport donc à cette thématique-là.
Donc, à l'aide de l'onglet sondage qui apparaît à votre écran, vous pouvez répondre donc à la question suivante. Est-ce que, de votre côté, vous essayez d'adopter une démarche responsable avec votre utilisation de l'IA? Je vous laisse encore quelques instants pour répondre, mais on voit qu'il y a une majorité qui essaye en tout cas, donc c'est positif. Et pour ceux qui n'ont pas encore conscience des enjeux liés à l'utilisation de l'IA, nous allons les voir tout de suite après. Donc effectivement, on avait comme objectif avec ce webinaire de vous donner des clés concrètes, finalement des exemples d'éco-gestes que vous pouvez mettre en place dès à présent pour garantir un environnement d'apprentissage responsable grâce à une démarche éthique dans votre usage de l'IA. Donc nous allons vous présenter 6 conseils. Le premier, en fait, c'est de créer une bibliothèque de prompts précis et efficaces. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer un prompt simple à ChatGPT, par exemple, et de faire une dizaine d'itérations car il ne répond pas bien à votre demande, on vous conseille en fait d'essayer d'envoyer dès le départ la requête la plus précise afin d'obtenir le plus rapidement possible la réponse attendue à votre demande. Comme second conseil, c'est de limiter finalement l'usage d'extensions et de navigateurs qui génèrent des réponses automatiques issues de l'IA. Finalement, lorsque vous n'avez pas besoin d'une réponse générative d'une IA, pensez bien à désactiver vos potentielles extensions qui apportent des réponses automatiques aux différentes pages web que vous visitez. Comme troisième conseil, et c'est peut-être le plus important, c'est en fait de déterminer les cas dans lesquels ChatGPT est plus efficace que votre moteur de recherche comme Google, et inversement. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux obtenir en un prompt une réponse complète de ChatGPT que de lancer une requête dans son moteur de recherche et de chercher la bonne information dans une dizaine de sites web. Inversement, dans certains cas, il vaut mieux faire une requête sur Google qui vous affichera la réponse à votre demande directement sur la page de résultats plutôt que d'écrire plusieurs itérations avec ChatGPT. Plus concrètement, par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT « Peux-tu me recommander des ressources de formation en ligne sur la gestion du temps pour les managers d'équipe ?» Ici, dans ce cas-là, l'IA sera capable de comprendre votre demande et de générer des recommandations pertinentes et rapides en fonction des compétences spécifiques demandées. En comparaison, vous pouvez plutôt demander à votre moteur de recherche quels sont les meilleurs fournisseurs de plateformes e-learning pour les managers d'équipe. Ici, dans ce cas, Google sera plus adapté pour fournir des résultats de recherche plus généraux en présentant des classements, des comparaisons, mais également des avis. Pardon, désolé, j'ai eu une petite coupure d'Internet. Du coup, Google, dans ce cas-là, sera plus adapté pour vous fournir des résultats avec des avis, des comparaisons provenant de différentes sources, ce qui vous permettra de prendre des décisions informées en fonction de vos besoins spécifiques. On vous conseille également d'opter pour la plus petite version des IA génératives possibles. Pour reprendre l'exemple de ChatGPT, les réponses de ChatGPT 4 sont plus impactantes que les réponses de ChatGPT 3.5. Donc pour certaines requêtes, l'utilisation de la plus petite version reste tout autant qualitative et donc moins énergivore. On vous conseille également d'utiliser la bonne IA pour le bon besoin, c'est-à-dire que ça peut paraître anecdotique finalement, mais pour consommer moins, il faut d'abord se questionner sur les caractéristiques de chaque IA qui nous est proposée. Si vous souhaitez par exemple avoir des informations écrites sur un prompt textuel, inutile de vous tourner vers DALL-E, qui est un générateur d'images par exemple. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche responsable de l'usage de l'IA, vous pouvez également vous questionner sur l'implantation des serveurs des IA. Par exemple, vous pouvez vous demander où sont-ils localisés? Est-ce qu'ils utilisent des data centers avec une énergie renouvelable? On sait que les IA sont là en grande partie pour nous aider dans les tâches répétitives, mais prenez bien le temps d'analyser votre besoin avant de vous précipiter sur l'usage de l'IA. Écrivez votre prompt au brouillon, par exemple. Questionnez-vous sur votre besoin réel. Dans certains cas, on sait que l'utilisation de l'IA vous fera perdre finalement du temps car vous n'aurez pas trouvé la réponse attendue à votre demande. Donc, après vous avoir montré ces bonnes pratiques
à avoir en tête pour une utilisation plus éthique de l'intelligence artificielle, nous souhaitions, avec cette slide, vous proposer des recommandations d'outils plus responsables et vertueux. Donc, avec Caroline, nous avons fait de nombreuses recherches et une veille accrue pour vous délivrer des alternatives plus vertes dans la création de vidéos, de textes, de voix off, etc. Toutefois, à partir de notre veille, nous avons été confrontés à une problématique majeure, celle qu'il n'existe pas finalement à ce jour d'outils d'intelligence artificielle dits responsables. Cela paraît finalement assez peu surprenant quand on sait que les IA se basent sur des pratiques très énergivores et impactantes. Et nous savons de plus qu'aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer l'impact environnemental réel derrière l'IA, comme vous disait Caroline précédemment. Donc même si nous vous avons exposé certains éléments, on voit que plusieurs zones d'ombre demeurent. Donc, avec cette slide, on espère vraiment pouvoir éveiller vos consciences et compléter ce chapitre finalement ensemble tout au long de l'année 2024. Donc, d'ailleurs, nous sommes preneuses des exemples et des cas de chacun. Donc, si vous avez en tête des outils moins énergivores et plus responsables dans le domaine de l'IA, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. J'en profite, c'est exactement ça, hein, Lisa. Nous, on est convaincus que ça sera l'enjeu 2024, peut-être 2025, mais c'est vraiment on espère en tout cas fin 2024 pouvoir vous fournir une liste de comparatifs et d'être en mesure de vous dire utilisez tel outil plutôt qu'un autre. Il est plus responsable, il est plus vert, on a plus de certitude sur l'endroit où sont hébergées les données. Et évidemment, comme le disait Lisa, là le but, on recherche tous la même chose, donc c'est de co-construire cette slide. Et on est preneurs de de tout ce que vous pourriez nous donner également si vous en avez sur ces informations-là. Merci Caroline. Et donc pour rebondir sur cette slide, on a quand même réussi à trouver quelques initiatives qui sont en train d'émerger et donc qui sont en train de voir le jour afin d'avoir donc cette approche éthique dans l'utilisation de l'IA. Par exemple, nous avons l'exemple donc d'Orange. Lors des Orange Open Tech Days de 2023, une équipe de chercheurs d'Orange ont fait la démonstration d'un outil conçu pour mesurer l'empreinte carbone de l'IA et proposer des recommandations pour son optimisation. L'outil du projet, encore en discussion et en développement du côté d'Orange, aurait donc un potentiel important dans la diminution de l'impact de certains outils comme ChatGPT par exemple. Donc on voit qu'il y a une nécessité d'avoir des modèles de langage qui sont responsables. L'éthique dans l'IA dicte et régit désormais le développement de systèmes qui sont transparents avec un usage responsable de ces technologies finalement. Dernièrement, en fait, 2 rapports ont été menés par IBM et Microsoft et qui ont montré que parmi les tendances de l'IA pour 2024 résidait la transparence de ces IA. Et cette transparence, elle va passer en grande partie par l'exploitation de logiciels et de contenus dits libres pour trouver des modèles de prompts et de réponses préétablis et préentraînés pour diverses tâches. Donc, c'est dans ce cas-là que des laboratoires comme Qt sont actuellement dédiés à la recherche ouverte en intelligence artificielle. Leur objectif, c'est vraiment de relever les principaux défis liés à l'IA moderne, surtout, pour développer notamment une solution qui propose des contenus accessibles à tous. Actuellement, il y a déjà des plateformes open source comme Hugging Face qui sont déjà disponibles, sur laquelle les utilisateurs partagent des modèles de prompts déjà établis avec les réponses du coup associées des IA. Donc nous allons passer donc à la seconde partie et rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire celle de voir comment l'IA peut être au service de la création de formations durables. Comme évoqué précédemment, il est tout à fait possible donc d'avoir une approche dite responsable avec l'utilisation de l'IA. L'IA propose une multitude d'outils et de plateformes qui permettent d'intégrer l'IA de façon réfléchie et raisonnée, surtout dans la création de formations. Mais il suffit surtout de mettre l'accent en fait sur la pertinence et l'impact de ce qu'on veut montrer. Donc certains outils d'intelligence artificielle générative de texte peuvent vous aider à proposer des contenus axés par exemple sur l'accessibilité et sur l'inclusivité, comme ChatGPT qui est le plus connu. Toutefois, on sait que ce modèle de langage n'est pas spécialisé dans la rédaction de textes inclusifs.
C'est dans ce contexte que, au contraire, nous, on vous propose un outil comme Inclusi, qui est un convertisseur de texte spécialisé dans l'écriture inclusive, qui est plus pertinent pour vous aider à rédiger vos contenus écrits en écriture inclusive. Donc, on voit bien qu'un outil expert sur une tâche bien précise, comme ici avec Inclusi, vous permettra d'avoir des résultats plus approfondis et pertinents qu'avec une simple IA générative comme ChatGPT. Donc, en plus d'avoir des résultats optimisés avec une plateforme comme Inclusi, vous consommerez moins d'énergie avec votre requête. Et pour aller plus loin dans la création de vos contenus de formation, d'autres solutions comme Autrice.ai existent et vous permettent de concevoir des expériences d'e-learning, micro-learning ou encore mobile learning plus adaptatives et inclusives. Leur solution à Autrice.ai met vraiment l'intelligence artificielle au service d'une formation qui va être plus inclusive, réduisant ainsi considérablement l'impact social et environnemental de vos contenus. En dernière partie, après vous avoir montré que du coup l'IA pouvait être utilisée comme outil à impact, on souhaitait se concentrer en fait sur le principe de recyclage de contenu. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler et que vous l'avez peut-être déjà utilisé. Et ici, on va vous détailler ses avantages. Donc, premièrement, le concept de recyclage de contenu permet d'optimiser ses ressources. En fait, en recyclant et en réutilisant des contenus qui sont déjà existants, on évite de gaspiller du temps et des ressources pour créer de nouveaux contenus à partir de zéro. Cette démarche de faire du neuf avec du vieux, entre guillemets, permet d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont déjà disponibles. Le principe de recyclage de contenu permet donc en première partie de recycler des textes. C'est-à-dire que si vous utilisez ChatGPT ou une autre IA, par exemple, pour générer des contenus écrits pour vos contenus de formation, vous pouvez tenter de recycler les textes qui ont été générés. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez des informations avec ChatGPT sur un sujet sur lequel vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez garder dans un document annexe type Word les pistes de réponse fournies par l'IA pour enrichir vos contenus qui ont déjà été créés. Ce principe de recyclage des textes va de pair avec le recyclage des images, où lorsque vous utilisez une IA comme Midjourney ou encore DALL-E pour générer des images, vous pouvez donc utiliser le plus possible les images qui vous plaisent pour vos contenus de formation, mais pas que, également pour vos présentations PowerPoint, pour votre communication, etc. L'objectif ici, c'est vraiment de penser à sauvegarder 100% des images que vous générez sur votre ordinateur, même celles qui vous plaisent moins, car vous pourrez toujours utiliser après un logiciel comme Photoshop, par exemple, pour extraire les parties de ces images qui vous paraissent les plus pertinentes. Et ainsi, vous pourrez ainsi réutiliser ces ressources dans des documents qui ne nécessitent que des images de petite taille. De plus, on souhaitait quand même faire une petite partie sur l'utilisation des banques d'images traditionnelles, car parfois l'usage de l'IA générative d'images n'est pas forcément indispensable. Donc, vous pouvez toujours vous tourner vers les images de banques d'images qui sont souvent suffisantes pour illustrer de nombreux contenus. Ce qui vous permettra donc de gagner du temps, de réduire votre empreinte environnementale et voilà. Avant de créer donc une image avec une IA, essayez de vous tourner avant vers les banques d'images et voir ce qu'elles proposent. Comme quatrième point, on retrouve l'adaptabilité et la cohérence, c'est-à-dire que les contenus qui sont recyclés peuvent être mis à jour et adaptés pour les besoins actuels, mais ils conservent toujours cette base qui est solide et pertinente. En recyclant des contenus éprouvés, on maintient une certaine consistance et cohérence dans la formation dispensée. Les contenus écrits sont fiables et précis, ce qui est essentiel pour une expérience d'apprentissage efficiente. Enfin, vous vous en doutez, le principe de recyclage de contenu nous permet d'économiser du temps, car on sait que la création de nouveaux contenus de formation demande du temps, de la recherche, mais également du développement. Et donc, en réutilisant ces contenus déjà existants, on économise ce temps précieux, ce qui nous permet de nous concentrer sur d'autres aspects de la formation, comme l'interaction avec les apprenants ou encore l'adaptation aux besoins spécifiques, par exemple. Et enfin, on sait que donc la création de contenu, ça nécessite de nombreuses ressources,
dont des ressources écologiques. La création de nouveaux contenus nécessite souvent d'utiliser de nouveaux matériaux et supports, qu'ils soient physiques ou digitaux, ainsi que de l'énergie pour la production de ces contenus et sa distribution. Donc, en réutilisant des contenus qui existent déjà, on réduit considérablement notre empreinte environnementale associée à cette création de contenu. Et vous luttez également contre le gaspillage, car même sur le digital, malheureusement, ces pratiques existent bel et bien. Merci beaucoup Lisa. Je reviens juste qu'on avait une question dans le chat sur adaptabilité et cohérence qui n'a pas été compris, donc je reviens dessus. L'idée c'est de dire les contenus que vous avez déjà sur une thématique donnée, je sais pas moi, comment télétravailler efficacement, vous avez pu la créer en plein Covid, à une époque où on se posait un petit peu moins la question de l'accessibilité que maintenant. L'idée c'est de dire plutôt que d'aller sur ChatGPT et écrire est-ce que tu peux me créer un synopsis ou un storyboard de formation inclusif, accessible sur télétravailler efficacement, on peut aussi se dire finalement j'ai déjà le contenu et comme le disait Lisa, je vais aller sur Inclusi pour le transformer en écriture inclusive ou je vais plutôt essayer de trouver des manières de le rendre plus accessible, mais en partant de mon contenu existant qui a fait ses preuves, qui a été éprouvé, qui est cohérent et qui vaudra mieux plutôt que de repartir de zéro. Encore une fois, dans l'idée de réduire l'empreinte environnementale et aussi de vous faire gagner du temps et de l'argent. Oui, c'est bien ça, c'est que finalement, on a déjà une base qui est solide. Donc, c'est réutiliser ces contenus pour les adapter aux besoins actuels plutôt que de repartir à zéro, comme l'a très bien expliqué Caroline. Bon, apparemment, j'ai été très claire. Merci Hélène. Du coup, on en arrive à la fin de ce webinaire. Ce qu'il faut en retenir, l'IA, c'est une technologie qui est révolutionnaire, qui va nous faire gagner du temps, qui va nous permettre en fait finalement aussi d'apporter de l'inclusivité, de l'accessibilité, en tout cas dans le domaine de la formation, d'aller créer des contenus qui soient plus en adéquation avec les besoins du moment. En revanche, il y a un impact environnemental, sociétal qui est significatif. Donc, il faut avoir absolument cette conscience. En fait, j'utilise l'IA, mais finalement, je me pose la question comme quand je vais prendre ma voiture. Est-ce que je pourrais pas y aller à pied? Est-ce que je pourrais pas covoiturer avec quelqu'un? Est-ce que le train est pas préférable? C'est exactement la même chose avec l'IA. C'est un outil qui pollue. On en a besoin. On peut pas faire complètement comme si il n'existait pas, mais on fait attention à la manière dont on l'utilise. Il y a des bonnes pratiques qui y sont liées et puis on espère et on suit de près les outils plus vertueux qui pourraient arriver et nous en tout cas en restant en veille, on espère que vous aussi et puis on s'en reparle dans un an pour faire le point tous ensemble. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce moment. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Merci. Alors, il y a Alexis qui nous parle de Capo, l'entreprise Infomaniac, qui propose d'utiliser l'énergie pour l'injecter dans l'utilisation. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui autour des data centers pour essayer de récupérer les énergies ou pour trouver des façons vertueuses. Je sais qu'il y avait eu aussi une tentative avec donc la chaleur dégagée par les data centers de chauffer les piscines publiques. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives autour de ça et que c'est une veille passionnante pour ceux qui, comme nous, sont passionnés par la question. Il y a un replay, évidemment, qui sera sur notre site comme tous nos webinars. Donc, vous pourrez le retrouver dès demain sur notre site internet. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut vous souhaiter un excellent appétit et une très bonne après-midi. Merci. Je vois Hélène qui a mis un message. Un webinar. Oui, c'est vrai qu'on pose toujours d'ailleurs la question si jamais vous avez des envies, des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde. Donc là, c'en est une.
l'impact sur notre cerveau et et le cas d'usage, tutorat à distance asynchrone. Tout à fait, c'est des choses qu'on peut noter. Encore une fois, on n'est pas des spécialistes. Alors l'impact sur le cerveau, je ne sais pas si on aurait cette facilité, cette capacité à prendre le sujet à bras le corps. En tout cas, sur le tutorat à distance asynchrone, là, on est beaucoup plus spécialiste. Ah oui, effectivement, Carini, oui. Donc ça serait vraiment, oui. Tout à fait. Merci Betty. Effectivement, on a quand même, bien sûr, dans l'équipe une psychologue cognitive qui peut nous parler beaucoup plus facilement de ces sujets. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne journée.